L'incroyable vie de Martin Luther King. Martin Luther King Jr. était un pasteur baptiste américain et le chef de file du mouvement américain pour les droits civiques dans les années 1950 et 1960. Il a organisé un certain nombre de manifestations pacifiques à la tête de la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, dont la légendaire et emblématique marche sur Washington en 1963. Dirigeant d'une église noire, il a fait progresser les droits civils des personnes de couleur aux États-Unis par la non-violence et la désobéissance civile. Inspiré par ses convictions chrétiennes et l'activisme non-violent de Mahatma Gandhi. Il a mené une résistance ciblée et non-violente contre les lois Jim Crow et d'autres formes de discrimination aux États-Unis. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964 et a été le plus jeune lauréat de ce prix à l'époque. Voici l'histoire incroyable de Martin Luther King. Biographie et antécédents. Martin Luther King est né Michael Luther King le 15 janvier 1929 à Atlanta. Il est l'un des 3 enfants de Martin Luther King Sr., pasteur de l'église baptiste Ebenezer à Atlanta, en Géorgie, et d'Alberta Williams King, une ancienne institutrice. Il a été rebaptisé « Martin » à l'âge de 6 ans. Après avoir été scolarisé dans un lycée local, King a suivi une scolarité rapide, sautant quelques classes, puis s'est inscrit au Morehouse College d'Atlanta en 1944. Immédiatement après, il est ordonné ministre à 18 ans. Il n'avait pas l'intention d'entrer dans le ministère, mais il a rencontré le docteur Benjamin May, un érudit qui l'a convaincu qu'une carrière religieuse pouvait également être satisfaisante sur le plan intellectuel. Après avoir été ordonné et avoir obtenu sa licence en 1948, King a suivi les cours du Crozet Theological Seminary en Pennsylvanie, puis ceux de l'Université de Boston, où il a obtenu un diplôme de 3e cycle et un doctorat en théologie. Encouragé à apprendre et à s'exprimer, King devient un orateur éloquent et accompli, à l'instar de son père. À l'âge de 26 ans, King obtient son doctorat à l'Université de Boston. Pendant ses études, il étudie les travaux du Mahatma Gandhi, qui mène la lutte de l'Inde pour se libérer de la Grande-Bretagne. Pour obtenir l'indépendance de la Grande-Bretagne, Gandhi a opté pour la résistance passive non violente. Un grand nombre d'Indiens ont boycotté les produits britanniques et désobéi aux lois injustes. Gandhi savait que la résistance armée justifierait les attaques britanniques, c'est pourquoi il a opté pour des protestations non violentes qui ont fini par porter leurs fruits puisque ces protestations ont contraint la Grande-Bretagne à abandonner ses prétentions sur l'Inde. King a compris que l'approche non violente de la lutte pour la liberté en Inde pouvait s'appliquer à la lutte pour l'égalité des droits en Amérique. Vie privée. Alors qu'il étudie à l'Université de Boston, King rencontre Coretta Scott, une étudiante en musique qui a milité pendant ses études et qui, comme King, est originaire du Sud. Ils sortent ensemble quelques fois et après le 2e rendez-vous, King est certain que Coretta possède les qualités qu'il recherche chez une femme. King épouse Coretta Scott le 18 juin 1953 dans sa ville natale de Héberger, en Alabama. Lorsque King se voit offrir un poste à Montgomery, en Alabama, le couple déménage à Montgomery, où ils deviennent les parents de 4 enfants. Yolanda King en 1955, Martin Luther King le 3e en 1957, Dexter Scott King en 1961 et Bernice King en 1963. Activisme et leadership. Le boycott des bus de Montgomery en 1955. L'église baptiste de Dexter Avenue, où King a été appelé à devenir pasteur en 1954, a exercé une grande influence sur la communauté afro-américaine de Montgomery, en Alabama. En tant que pasteur de l'église, il est devenu célèbre pour sa voix unique et ses prêches impressionnants à Montgomery. En 1900, la ville de Montgomery avait adopté une ordonnance visant à séparer les passagers des bus en fonction de leur race. En vertu de cette loi, aucun passager n'est tenu de se déplacer ou de céder son siège et de rester debout si le bus est bondé et qu'il n'y a pas d'autre siège disponible. Au fil du temps, les chauffeurs de bus de Montgomery ont pris l'habitude de demander aux Noirs de se mettre à l'arrière lorsqu'il n'y avait pas de siège réservé aux Blancs, et c'est ce qui est arrivé à Rosa Parks le 1er décembre 1955 dans le centre de Montgomery. Lorsque Rosa Parks a refusé de céder sa place, elle a été arrêtée et accusée d'avoir enfreint la loi sur la ségrégation du Code municipal de Montgomery, adoptée dans les années 1900.
Cet incident a conduit au boycott des bus de Montgomery, dans lequel King a joué un rôle de premier plan. Le boycott des bus de Montgomery était une campagne de protestation politique et sociale contre la politique de ségrégation raciale dans les transports publics de Montgomery. Le boycott a duré 13 mois, soit 385 jours, du 5 décembre 1955 au 20 décembre 1956, et la situation est devenue si tendue que la maison de King a même été bombardée. Le boycott des bus de Montgomery mené par King a marqué un tournant dans la lutte pour les droits civiques. Des personnes qui avaient été séparées se sont réunies pour marcher ensemble avec d'autres personnes qui se sont jointes à la lutte pour une cause commune. King a été arrêté lors d'une des manifestations non violentes du boycott des bus de Montgomery et enfermé, ce qui lui a valu une popularité accrue. Les dirigeants du boycott des bus de Montgomery ont saisi la Cour suprême des États-Unis pour demander la fin de la ségrégation dans les bus publics de Montgomery. La Cour suprême des États-Unis a statué que la ségrégation dans les bus publics était inconstitutionnelle, ce qui a fait du boycott un succès. Les Noirs ont recommencé à monter dans les bus et ont pu s'asseoir sur le siège avant en toute légalité. Ce boycott a été un événement fondateur du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Le rôle de King dans le boycott des bus l'a transformé en une figure nationale et en un porte-parole renommé du mouvement des droits civiques. Il a démontré ses talents de leader et a connu son premier triomphe dans la lutte pour l'égalité. La Southern Christian Leadership Conference en 1957. L'année suivante, en 1957, Martin Luther King et d'autres militants des droits civiques ont fondé la Southern Christian Leadership Conference SCLC. Cette organisation a été créée pour organiser des manifestations non violentes au service de la réforme des droits civiques. Ce groupe a formé des personnes aux méthodes et aux principes de la résistance non violente, créant ainsi un corps de dirigeants pour l'expansion des droits civiques, qui s'est étendu à l'ensemble du pays. En 1957, le Dr King a prononcé son premier discours national lors d'un rassemblement pour les droits civiques à Washington et, tout au long de la fin des années 1950, il a été à la tête du mouvement des droits civiques en Amérique. Saviez-vous que le Dr King a été arrêté à plusieurs reprises pour des activités contraires à la loi dans tout le Sud? Il a également survécu à une attaque au couteau et à plusieurs tentatives d'assassinat. Le 20 septembre 1958, King a été poignardé à la poitrine par une femme noire dérangée alors qu'il signait des exemplaires de son premier livre, Street Toward Freedom, dans le grand magasin Blumsteins à Harlem. Après une longue convalescence, Martin et Coretta Scott King se rendent en Inde pour une visite d'un mois au début de l'année 1959 afin de rendre hommage à Gandhi et à sa politique de protestation par la non-violence. King quitte l'Inde plus convaincu que jamais que la résistance non violente est l'arme la plus puissante dont disposent les peuples opprimés dans leur lutte pour la liberté. L'année suivante, de retour aux États-Unis, King et le mouvement SCLC ont connu une année difficile et critique. L'oppression des Noirs se poursuit partout en Amérique et les Noirs trouvent un symbole d'espoir en la personne de John Kennedy, qui se présente aux élections présidentielles américaines. Comme John Kennedy avait entendu leur détresse, les Noirs américains ont massivement voté pour lui et il a remporté la présidence, mais l'espoir que les Noirs américains avaient d'une législation nationale sur les droits civiques n'a jamais vu le jour. John Kennedy et son gouvernement ne pensaient pas qu'une nouvelle législation sur les droits civiques était possible parce que le Congrès était conservateur et qu'ils pensaient que le Congrès ne la soutiendrait pas. En 1961, de plus en plus de Blancs se joignent au mouvement pour manifester contre la discrimination. Pour lutter contre la ségrégation entre les États, des groupes de combattants de la liberté blancs et noirs ont voyagé ensemble en bus pour contester les lois discriminatoires, bien que la police ait dénaturé ces manifestations par la brutalité et la violence. Un autre exemple est celui de mai 1961, lorsque King et des membres du SCCN ont été piégés dans une église de Montgomery par des racistes blancs jusqu'à ce qu'ils soient libérés par des marshals fédéraux. Toutes les protestations et manifestations contre la ségrégation ont finalement abouti à la fin officielle de la ségrégation dans les transports inter-États à Montgomery, en Alabama, mais la pression en faveur du changement n'a jamais cessé. Le Dr King et d'autres dirigeants de la SCCN ont décidé de se concentrer sur les villes les plus ségrégées des États-Unis, Albany, Géorgie, et Birmingham, Alabama. Mouvement de Birmingham 1963. En avril 1963, la Southern Christian Leadership Conference SCLC a lancé un mouvement contre la ségrégation raciale et l'injustice économique à Birmingham, en Alabama. Le mouvement a utilisé des tactiques non violentes mais intentionnellement conflictuelles. Les Noirs ont planifié une manifestation très visible de leur demande d'égalité à Birmingham. Ils ont occupé les espaces publics avec des marches violant ouvertement les lois qu'ils considéraient comme injustes.
L'intention de Martin Luther King était de provoquer des arrestations massives et de créer une situation de crise telle qu'elle ouvrirait inévitablement la porte à la négociation. En fait, les marches n'ont même pas réussi à bloquer la ville ou à attirer l'attention des médias, et King a été arrêté et emprisonné dès le début du mouvement. C'est pourquoi James Bevel, stratège de la SCCL, a pris en charge les manifestations et a décidé de changer le cours et la stratégie du mouvement en recrutant des enfants et des jeunes adultes pour se joindre aux manifestations. Cette stratégie a été baptisée « Children's Crusade », croisade des enfants, car le SCLC mettait intentionnellement des enfants en danger, sans se soucier des conséquences. Pendant les marches de protestation, la police de Birmingham, dirigée par Eugene « Bull » Connor, a utilisé des jets d'eau à haute pression et des chiens policiers contre les manifestants. Jamais auparavant la philosophie de non-violence du Dr King n'avait été aussi efficace, car des millions d'Américains ont commencé à se rendre compte que les Noirs étaient victimes des lois au lieu d'être protégés par elles. Les images de la réaction de la police utilisant des jets d'eau à haute pression contre les manifestants ont été diffusées à la télévision nationale et ont finalement attiré l'attention de la nation. King et le SCLC ont été critiqués pour avoir mis des enfants en danger, mais le mouvement a été un succès. Eugene « Bull » Connor a perdu son emploi, les panneaux « Jim Crow » ont été retirés et les lieux publics sont devenus plus ouverts aux Noirs. Les lois Jim Crow étaient des lois locales et d'État introduites dans le sud des États-Unis à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui imposaient la ségrégation raciale, Jim Crow étant un terme péjoratif pour désigner un Afro-Américain. Depuis sa cellule, le Dr King a composé la célèbre « Lettre de la prison de Birmingham », qui appelait le mouvement SCLC à emprunter les voies légales pour obtenir des changements sociaux. Cette lettre a été décrite comme l'un des documents historiques les plus importants rédigés par un prisonnier politique moderne. King y affirme que la crise du racisme est trop urgente et que le système actuel est trop enraciné. Nous savons par expérience douloureuse que la liberté n'est jamais donnée volontairement par l'oppresseur. Elle doit être exigée par l'opprimé. Walter Reuther, président de l'United Auto Workers, un mouvement de défense des droits civiques, a débloqué 160 000 $ pour payer la caution de King et de ses collègues manifestants qui avaient été emprisonnés. Après que le président Kennedy eut vu suffisamment d'images humiliantes de la façon dont les Noirs étaient traités diffusées dans le monde entier, JFK a accepté de faire adopter une législation sur les droits civils par le Congrès. En juin 1963, le Dr King et d'autres dirigeants du mouvement des droits civiques ont rencontré le président Kennedy pour lui annoncer le projet d'une marche sur Washington en faveur de la loi sur les droits civiques. Bien que le président ait jugé ce projet désastreux, les dirigeants de la SCLC savaient que la marche attirerait des centaines de milliers de personnes à leur cause. La marche de 1963 sur Washington. La marche historique et emblématique sur Washington a eu lieu le 28 août 1963 et, comme King et les autres dirigeants de la SCC l'avaient prédit, un grand nombre de Noirs et de Blancs se sont rassemblés pour montrer que le moment était venu de mettre fin au traitement discriminatoire des Noirs américains. Le Dr King représentait la SCC parmi les dirigeants des 6 grandes organisations de défense des droits civiques qui ont joué un rôle déterminant dans l'organisation de la marche. Il s'agissait de Roy Wilkins, de la National Association for the Advancement of Colored People NAACP, de Whitney Young, de la National Urban League, de Philip Randolph, de la Brotherhood of Sleeping Car Porters, de John Lewis, du Student Non-Viol Coordinating Committee, et de James L. Farmer Jr., du Congrès pour l'égalité raciale. L'objectif de la marche était de défendre les droits civils et économiques des Afro-Américains. Les organisateurs entendaient dénoncer le gouvernement fédéral pour son incapacité à garantir les droits civils et la sécurité physique des Noirs, exiger la fin de la ségrégation, réclamer des salaires équitables, la justice économique, le droit de vote et l'éducation. Le groupe a adopté un ton moins strident en raison de la pression exercée par JFK et, en conséquence, certains militants des droits civiques ont estimé que la marche était inexacte. Malcolm X, par exemple, qui était le chef de la Nation de l'Islam, l'a qualifié de « farce sur Washington » et a interdit aux membres de la Nation de l'Islam d'assister à la marche. Le Dr King a prononcé son discours le plus célèbre, « You have a Dream », devant le Lincoln Memorial pendant la marche. La marche avait des revendications spécifiques. La fin de la ségrégation raciale dans les écoles publiques, une législation significative en matière de droits civils, y compris une loi interdisant la discrimination raciale dans l'emploi, la protection des défenseurs des droits civils contre les brutalités policières, un salaire minimum de $2 pour tous les travailleurs et l'autonomie de Washington DC, gouvernée par une commission du Congrès. Malgré les tensions, les pressions et les critiques, la marche est un énorme succès. Plus d'1/4 de million de personnes de diverses ethnies ont participé à l'événement,
depuis les marches du Lincoln Memorial jusqu'au National Mall et à la piscine. À l'époque, il s'agissait du plus grand rassemblement de manifestants de l'histoire de Washington. La marche a eu les résultats suivants. L'adoption de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur le droit de vote de 1965. Ces deux lois interdisent la ségrégation dans les établissements publics et les pratiques discriminatoires en matière d'emploi et de vote. Le mouvement pour le droit de vote de Selma en 1965 et le Bloody Sunday. Le Dr King et le SCLC ont rejoint le SNCC en décembre 1964 pour travailler à l'inscription des électeurs à Selma, en Alabama. Ces deux organisations, la SCLC et la SNCC, s'étaient brouillées à cause du mouvement d'Albany, mais elles ne pouvaient pas abandonner leur combat et ont donc décidé de s'unir une fois de plus pour lutter contre leur ennemi commun. Auparavant, un juge local avait émis une injonction interdisant toute forme de rassemblement lié aux organisations des droits civiques et à leurs dirigeants. Cette injonction a mis un terme aux activités de défense des droits civiques jusqu'à ce que le Dr King la conteste en prenant la parole à la Brown Chapel le 2 janvier 1965. La première tentative de marche après cette contestation ouverte a eu lieu le 7 mars 1965, lorsque James Bevel du SCCL a appelé à une marche de Selma, en Alabama, jusqu'au Capitole de l'État à Montgomery. King lui-même n'était pas présent à la manifestation, mais il avait rencontré des fonctionnaires de l'administration Johnson pour demander une injonction contre toute poursuite des manifestants le 5 mars. Le 7 mars, avant même que la manifestation ne commence, elle est immédiatement interrompue en raison des violences policières à l'encontre des manifestants. La police locale a utilisé des gourdins, des fouets et des gaz lacrymogènes pour attaquer des centaines de militants des droits civiques qui protestaient contre le refus d'accorder le droit de vote aux Afro-Américains et contre le meurtre du militant Jimmy Lee Jackson, âgé de 26 ans, qui avait été tué d'une balle dans l'estomac par la police au cours d'une manifestation pacifique quelques jours auparavant. La marche était dirigée par John Lewis, du SNCC, et par le révérend Hosea Williams, du SCLC. Lorsque les manifestants n'ont pas obéi immédiatement aux ordres de la police de s'arrêter et de faire demi-tour, les troupes les ont brutalement attaqués à cheval, pourchassant hommes, femmes et enfants. Certains militants des droits civiques ont été hospitalisés pour des blessures graves. Ce jour, connu sous le nom de Bloody Sunday, a marqué un tournant dans le mouvement des droits civiques en Amérique. Cette manifestation a suscité l'indignation et le soutien de l'opinion publique, car les images en direct des brutalités policières à l'encontre des manifestants ont été diffusées sur tout le territoire national. King, qui n'a pas participé à la marche en raison de ses obligations religieuses, a déclaré plus tard. « Si j'avais eu la moindre idée que les State Troopers utiliseraient le type de brutalité qu'ils ont exercé, je me serais senti obligé d'abandonner complètement mes obligations religieuses pour prendre la tête de la manifestation. » King décide d'organiser une nouvelle marche le 9, qui lui est refusée jusqu'à ce qu'une audience d'injonction ait lieu. Il conduit les manifestants sur le pont Edmund Pettus à Selma le 9 mars, prononce une courte prière avant de demander aux manifestants de partir pour ne pas enfreindre l'injonction du tribunal. La façon dont cette deuxième marche s'est terminée a choqué et irrité certains manifestants. La dernière marche a eu lieu le 25 mars 1965 et, à la fin de la marche, King a prononcé un discours sur les marches du Capitole de l'État, connu sous le nom de « How long, not long, combien de temps, pas longtemps ». Les trois marches de Selma ont joué un rôle crucial dans le mouvement des droits civiques, car elles ont eu un impact considérable. La loi sur le droit de vote de 1965 a été présentée au Congrès le 17 mars et le président Lyndon Johnson l'a promulguée le 6 août 1965. La mort. Le 29 mars 1968, Martin Luther King se rend à Memphis, dans le Tennessee, pour soutenir les employés noirs des travaux publics sanitaires qui sont en grève depuis le 12 mars pour obtenir des salaires plus élevés et un meilleur traitement. Les Noirs sont mal payés alors que les Blancs sont intégralement rémunérés. Le 3 avril, King prend la parole lors d'un rassemblement et prononce son discours « Je suis allé au sommet, au Mason Temple de Memphis ». Le 4 avril 1968, le vol de King pour Memphis ayant été retardé en raison d'une alerte à la bombe dans l'avion, il a réservé un motel à Memphis où il a été abattu sur son balcon. Après une opération d'urgence à la poitrine, King est décédé à l'hôpital Saint-Joseph. Son assassinat a entraîné un deuil national et une vague d'émeutes raciales dans des dizaines de villes des États-Unis. L'héritage. King est devenu une icône nationale dans l'histoire du libéralisme et du progressisme américain. Son principal héritage a été de faire progresser les droits civils aux États-Unis et, quelques jours seulement après son assassinat, le Congrès a adopté la loi de 1968 sur les droits civils, plus connue sous le nom de Fair Housing Act, loi sur le logement équitable.
Cette loi interdit la discrimination en matière de logement et de transactions liées au logement sur la base de la race, de la religion ou de l'origine nationale, puis a été étendue au sexe, à la situation familiale et au handicap. Cette loi a été considérée comme un hommage à la lutte que King a menée dans ces dernières années pour combattre la discrimination en matière de logement. Malgré les obstacles qu'il a rencontrés, Martin Luther King est devenu une voix puissante pour le changement, utilisant ses mots et ses actions pour lutter pour les droits civiques et inspirer les autres à faire de même. La journée Martin Luther King Jr. est désormais célébrée tous les 3e lundis de janvier de chaque année en tant que jour férié aux États-Unis, en l'honneur de son anniversaire et de son héritage. Chaque jour, les Américains continuent de bénéficier de sa vision d'une société où les gens sont jugés, non pas en fonction de la couleur de leur peau, mais du contenu de leur caractère. Martin Luther King Jr., bien qu'il n'ait eu que 39 ans lorsqu'il a été assassiné, Martin Luther King a laissé une femme et 4 enfants, ainsi qu'un héritage durable qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Que fait la famille King aujourd'hui? L'épouse de Martin Luther King, Coretta Scott King, a suivi les traces de son mari et s'est impliquée dans les questions de justice sociale et de droits civiques jusqu'à sa mort en 2006. En 1968, l'année même de l'assassinat de Martin Luther King, Coretta King a créé le King Center à Atlanta, en Géorgie, qui se consacre à la préservation de l'héritage de Martin Luther King et à son action en faveur de la résolution non violente des conflits dans le monde entier. Les enfants de Martin Luther King ont honoré la mémoire de leur père en perpétuant son héritage de différentes manières. Le leader des droits civiques et son épouse Coretta Scott King ont eu 4 enfants, qui étaient tous très jeunes lorsque leur père a été assassiné. L'aînée, Yolanda, n'avait que 12 ans à l'époque, tandis que la cadette, Bernice, n'en avait que 5. Voici un aperçu de la vie actuelle des enfants King. Yolanda King a trouvé le réconfort et le succès dans la comédie après la mort de son père. Son père ne l'encourageait pas beaucoup à jouer la comédie, qu'il qualifiait souvent de « volage », mais sa mère l'a inscrite à des cours à l'Actor and Orator Workshop d'Atlanta, où Yolanda a appris à jouer la comédie. Yolanda a ensuite obtenu des rôles dans plusieurs productions télévisées et cinématographiques en interprétant des personnages inspirés de l'histoire des Noirs. Elle pense que son père aurait été fier d'elle. Mon père pouvait être plus grand que nature derrière le podium, alors qu'à la maison, il était ce petit ours en peluche, si doux et si chaleureux. Je sais qu'il est très heureux de ce que j'ai fait. À 51 ans, Yolanda est décédée le 15 mai 2007 des suites d'une maladie cardiaque présumée. Cela s'est passé 1 an après la mort de sa mère en janvier 2006. Martin Luther King III avait 10 ans lorsque son père a été tué. Il a épousé Andrea Water en 2006 et ils ont appelé leur premier enfant Yolanda Renee King en l'honneur de sa sœur décédée. Martin a passé la majeure partie de sa vie à honorer l'héritage de ses parents. Il est aujourd'hui un militant américain des droits de l'homme, un philanthrope et un avocat. Il a également été le 4e président de la Southern Christian Leadership Conference SCLC de 1997 à 2004. Dexter Scott King a suivi les traces de son père en fréquentant le Morehouse College d'Atlanta où il a étudié le commerce, avant d'abandonner pour des raisons médicales. Dexter a produit, avec Prince et Whitney Houston, un album pour la fête fédérale Martin Luther King Jr. en 1986. En 1992, Dexter a été nommé président et directeur général du Centre social King pour la non-violence et le changement et a épousé Léa Weber en 2013. Dexter a milité pour les droits civiques et les droits des animaux jusqu'à sa mort, le 22 janvier 2024. Bernice Albertine King, la Benjamine de la famille King, n'était qu'une petite fille lorsque son père a été tué. Aujourd'hui, elle est avocate, ministre et militante des droits civiques comme son père. Avez-vous apprécié cette histoire? Y a-t-il d'autres militants dont vous aimeriez connaître l'histoire? Faites-le nous savoir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.